Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser l'animation que vous avez sous les yeux. Donc, autrement dit, comment faire flotter un objet sur n'importe quel type de surface. Donc là, on va utiliser le modifier Ocean. Ce n'est pas une simulation, j'insiste bien sur ça. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est très bien pour des choses qui sont un petit peu éloignées de la caméra, qui ne sont pas vraiment pris en close-up, donc vraiment zoomé dessus. C'est des choses qui peuvent être utilisées pour faker un petit peu des comportements assez simplistes, mais dès qu'on va vouloir quelque chose de plus poussé, avec des particules, du foam pour générer de l'écume, de la mousse derrière l'objet, qui va se générer en fonction d'une vélocité, etc., etc., là, on va devoir utiliser une vraie simulation. Donc là, c'est une stratégie beaucoup plus rapide. Ça va me permettre de vous montrer plein de choses. Le dynamic painting, on l'a déjà vu, l'ocean, on l'a vu il y a très longtemps, donc ça va me permettre un petit peu de vous rappeler les comportements de base de celui-ci. Le shader de l'eau, on le fera très rapidement, vous allez voir que c'est pas très compliqué. On a ensuite plein de petites choses, par exemple, pour baker l'animation sur l'objet qui va flotter par-dessus, qui est soumis à une contrainte pour que sa rotation et sa position suivent correctement le dessus de la vague. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Donc plein de petites choses, plein d'informations que vous allez pouvoir réutiliser pour des animations différentes. Je vais aller dans un nouveau fichier Blender, je supprime le cube et la light de base, on ne va pas du tout les utiliser. Je vais faire Shift A et je vais rajouter un nouveau plane. Et sur ce plane, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un modifier, add modifier, qui est présent dans les physics et je vais cliquer sur Ocean. Alors là, il ne s'agit pas du tout d'une simulation. C'est ce qu'on appelle un spectrum. D'ailleurs, vous l'avez ici. On a différents types de spectrum. Ça va être quoi? Ça va être des paramétrages qui vont déformer un plan. Donc, aucun rapport avec une simulation. C'est vraiment un algo qui va déformer un plan. Et on a plein de paramétrages pour changer un petit peu l'influence de ce spectrum sur ma surface. Donc déjà, la première des choses que je remarque, c'est que si j'appuie sur Play, avec espace, rien ne se passe. Par défaut, mon spectrum est fixe dans le temps. J'ai une valeur de time ici que je vais pouvoir bouger. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais créer deux keyframes. Donc, dans ma timeline, je vais aller à la frame 0. Je vais appuyer sur I en survolant time. Comme ça me met bien une keyframe sur cette valeur-là. Je vais aller à 250. Je vais mettre 5 et je vais appuyer sur I. Là, si je fais espace, vous remarquez que j'ai bien une animation d'océan. Donc, un peu aller plus ou moins vite en fonction des valeurs que vous mettez. Si vous mettez 50 ici, il va vouloir simuler quelque chose qui respecte une notion de 50 en 250 frames, donc il va aller beaucoup plus vite. Là, il y a un petit souci, c'est que par défaut, Blender, vous savez, il fait une interpolation en courbe de Bézier, c'est-à-dire qu'on va avoir une accélération et un amortissement à la fin de l'animation. Donc ça, je peux facilement le changer en allant dans le Graph Editor. Vous voyez, on a bien une accélération et un amortissement. Je vais tout sélectionner avec A, je vais faire T et je vais cliquer sur Linéaire. Hop là, donc la touche T permet de changer le type d'interpolation des keyframes. Et là, j'ai bien quelque chose de linéaire. Du coup, je ne vais pas avoir un océan qui va bouger vite d'un coup et s'amortir un petit peu à la fin. Là, je vais avoir quelque chose qui est constant. Ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir des vagues un tout petit peu plus hautes. Donc, je vais aller dans les paramétrages de Waves, donc vagues en anglais. Et puis, je vais augmenter un petit peu l'échelle. Alors, vous pourriez très bien avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, on aurait là une sorte d'océan assez... comment dire, avec un comportement qui va se rapprocher plutôt de quelque chose d'orageux. Donc c'est pas ce que je veux. Par défaut, on est à 1. Moi, je veux juste augmenter un petit peu. Je vais mettre 1,2. Voilà, comme ça, j'ai des vagues un petit peu plus hautes. Et là, on est pas mal. Quelque chose d'important, c'est la résolution. On a, comme la plupart des modifiers, une différence de résolution viewport et render. Ça va faire quoi? Ça va faire deux choses qui vont être très importantes dans la vidéo. Ça va à la fois augmenter la qualité visuelle de mon spectrum, mais également le nombre de subdivisions de mon spectre. Si je passe en mode édition, j'ai toujours mon plan, j'ai beau rajouter autant de subdivisions que je veux, la Blender, il s'en fiche. Parce qu'il va régénérer un spectrum qui n'est même pas basé sur cet objet. J'aurais pu prendre une sphère par défaut, ça m'aurait fait exactement la même chose, parce qu'on est en mode Generate. Si je me mets en mode Displace, il va faire un Displace sur ma surface. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment générer l'océan, donc la topo de base est complètement ignorée. D'accord? Et du coup, quand je vais augmenter ça, ça va augmenter le nombre de subdivisions. Donc si par exemple je mets 20, vous allez voir que de suite, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste en termes d'affichage. Donc on peut rester sur ça. Ça va rajouter plein de petites vagues. Alors en fonction de votre PC, vous allez devoir changer cette valeur-là. Ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir une valeur de rendu supérieure à la valeur de viewport. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir dire à Blender, tu m'optimises la vue 3D, je veux par exemple une résolution de 5, mais quand je fais un rendu, je veux du 30. Et du coup là,
j'ai quelque chose qui n'est pas du tout détaillé, mais malgré tout, Camera to View, quand je vais appuyer sur F12 pour faire un rendu, vous allez voir que je vais retrouver tous les détails que je n'ai pas dans ma vue 3D, mais qui va être calculé au moment du rendu. Alors là, bien évidemment, on ne voit rien parce que je n'ai pas d'image HDRI. Donc, environnement de texture, Open, et je vais mettre la même que celle par défaut, Film Transparent. Donc tout ça, on l'a déjà vu plein de fois, c'est pour ça que je ne vous l'explique pas. Et pour qu'on voit un petit peu mieux, je vais créer un matériau très rapide. Je ne vais pas m'embêter, on le retravaillera après coup certainement. Hein. Je vais juste rajouter de la transmission à 100% et baisser un tout petit peu la roughness. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose très lisse, sans détail. J'appuie sur F12, Computation, et là, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. OK? Donc, une fois que j'ai ceci, je vais repasser... Alors, il faudrait trouver une valeur un petit peu entre deux. Moi, je vais mettre la même valeur pour la viewport et le rendu, comme ça, j'aurai pas de soucis, j'aurai à chaque fois la même chose. Je vais mettre du 20 dans les deux. Pour le début, ça va être largement suffisant. Vous voyez qu'en haut à gauche, on a le nombre de FPS. La plupart du temps, on essaie de se rapprocher des 30 si vous voulez sortir une animation en 30 ou en 24. Là, vous voyez, on est en 24. Donc, le mieux, ce serait d'avoir du 24 FPS. Donc, vous pouvez essayer de trouver la valeur qui correspond à votre ordinateur pour avoir à peu près du 24 FPS. Là, vous voyez, on est pas mal. Donc, je peux rester sur ça, par exemple, 15. Et ensuite, je changerai mes valeurs. OK? Donc, on est en 15 en termes de résolution. En fonction de votre configuration, ça va changer. Moi, j'enregistre en même temps et tout. Ça prend beaucoup de ressources. Donc, peut-être que vous pouvez monter au-dessus. Peut-être que vous ne pouvez pas monter au-dessus de 15. C'est à vous de gérer ça. Donc, une fois que j'ai ceci, on va rajouter un objet que l'on va faire flotter. Alors, soit vous pouvez faire flotter une bouée dans l'océan pour vous entraîner. Moi, je vais carrément faire une petite sphère qui va se déplacer. Ça va me permettre d'amener une petite information supplémentaire sur l'orientation des objets. Je vais faire ceci, on va dire que c'est un bateau. Je vais faire CTRL-A Scale pour appliquer son échelle. Clic droit, Shade Smooth. Et là, par défaut, vous voyez, si je le déplace, il ne va pas du tout suivre la hauteur de mon océan. Alors là, c'est assez compliqué de base si on veut faire suivre la hauteur de l'océan. Si on essaie d'aller dans le modifier, de faire un shrink wrap, la possibilité en passant par un objet intermédiaire sur lequel on ne va pas rentrer notre objet, c'est assez compliqué. La technique la plus simple, c'est d'utiliser une contrainte. Une contrainte, c'est quoi? C'est quelque chose qui va forcer des paramétrages de transformation, de relation d'orientation à des objets. Et nous, on va forcer une relation de type shrink wrap et je vais sélectionner mon océan comme ceci. Et là déjà, vous remarquez que si j'appuie sur play, c'est magnifique. On a notre objet qui suit la hauteur de l'océan. Et là, vous dites peut-être, c'est génial. Du coup, je peux même faire une animation dessus. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre mon objet ici. Je vais appuyer sur E-Location. Je vais aller à 250. Je vais aller tout à la fin. Pareil. E-Location. Je vais appuyer sur A. Je vais faire T linéaire. Exactement comme tout à l'heure pour avoir un déplacement linéaire de mon objet à la surface de l'eau. Mais on a un petit souci, c'est qu'il va garder son orientation. Alors, comment je fais pour indiquer en Blender qu'en plus de la position de hauteur, je veux que l'orientation soit suivie par mon objet? Je vais tout simplement cliquer sur Line to Normal. Et là, automatiquement, il va me faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on doit lui indiquer l'axe de hauteur. Donc moi, je vais appuyer sur Z. Et là, je vais avoir mon objet qui va se déplacer correctement à la surface de l'eau. Alors, vous voyez que par défaut, on a potentiellement des petits soucis. Donc, je vais faire clic droit, Shade Flat pour bien voir ce qui se passe avec mes faces. Vous voyez, il va suivre peut-être de manière un petit peu trop linéaire l'orientation de ma surface. Alors d'ailleurs, là, dans mon cas, c'était du Z, hein, mais vous pouvez tester avec Y, avec X pour voir ce qui correspond à votre objet. Ça va vraiment dépendre de votre objet de base, comment vous avez fait la rotation. Moi, c'est du Z, mais ça peut dépendre pour vous en fonction des exemples. Il me semble qu'ici, ça devait être également du Z. Par défaut, je ne me souviens plus exactement. Mais la plupart du temps, si vous rajoutez un objet et que vous ne faites pas de rotation, ce sera du Z. Et à partir du moment où vous appliquez la rotation avec CTRL A, ce sera toujours du Z vers le haut dans Blender. Sur certains logiciels, c'est Y. Dans Blender, le Z, c'est le haut. Et un truc qui me gêne un petit peu, c'est que les déplacements, vous voyez, sont un petit peu trop bruts. Ça va vraiment suivre la surface de l'eau à 100%. Il y a plein de choses que je peux corriger du coup pour ne pas avoir ça. La première des choses, c'est ceci. C'est une influence. Je peux lui dire que mon objet va être influencé, mais seulement, par exemple, à 80%. Donc je vais mettre 0,8. Et du coup, là, quand il va arriver, vous voyez, ça va lisser un petit peu mes déplacements. Donc quand il va arriver sur une surface, il va hériter uniquement à 80% les informations de celle-ci. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, si vous voyez qu'il y a trop de déplacements un petit peu légers, tac, 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 c'est parce qu'on a trop de détails ici dans ma viewport.
Donc si je baisse ça, si je le mets par exemple à 5, vous allez voir que là, il va suivre la surface de l'eau, mais il ne va pas être embêté par les petites vaguelettes. Donc là, ça va m'arranger pour avoir un déplacement un petit peu plus lisse au début. Vous voyez, là, par exemple, on a quelque chose qui rajoute un petit peu de détail. Là, ça me paraît pas mal. Là, je pense qu'on a le bon compromis. Vous voyez, on a des petits mouvements comme ça de flottaison qui peuvent être assez intéressants. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc en sachant que cette résolution, on va pouvoir l'augmenter après coup, parce qu'on va baker l'animation de cet objet-là. Donc maintenant, ben justement, on va faire le bake. Alors pourquoi on fait un bake? Pour deux raisons. Déjà pour plus être dépendant de cette résolution de surface, parce que là si je mets une résolution à 50, tous les petits déplacements, pardon je crois que j'ai tapé dans le micro, toutes les petites vaguelettes, ben, ça va chaque fois faire bouger mon objet. Je pourrais gérer ça mais ce serait un petit peu complexe. Donc là carrément en baissant la résolution, je lui ai dit, ok, moins de détails sur ma surface, donc des mouvements beaucoup plus lisses. Première des choses. Et ensuite, pour ajouter la traînée derrière l'objet comme ceci, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser du Dynamic Painting. Le Dynamic Painting va rajouter une sorte de displace en wave sur mon objet. Et si je garde mon shrink wrap, ben, il va être influencé par les propres vagues qu'il va générer. Alors je ne sais pas si je me suis fait comprendre, du coup je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Je vais vous montrer, puis on va faire un léger retour arrière ensuite pour vous expliquer comment faire ça. Alors je vais faire un CTRL S. Je vais appeler flottaison tuto. On ne sait jamais si ça met un crash. Jamais à l'abri. Et là, on peut faire comme si on voulait faire un Dynamic Painting classique. Donc je vais rajouter ici un Dynamic Painting. Alors quand je dis ici, c'est un Physics Properties. Dynamic Painting, Blender me demande, ok, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une toile ou une brosse qui va écrire? Moi, je veux une toile pour mon océan, parce que c'est lui qui va recevoir l'information. Et un Surface Type, je veux du Wave, pour avoir des petites vaguelettes en forme circulaire qui va être générée autour de mon objet. Objet que je vais définir maintenant. Donc Dynamic Painting. Cette fois-ci, ce n'est pas un canvas, c'est une brush. Je fais Add Brush. Et là, si je retourne au début et que je fais Play, voilà ce qui se passe, c'est la catastrophe. Pourquoi c'est la catastrophe? Parce que cet objet-là, vous voyez qu'il va bien générer, il génère des vaguelettes, hein, c'est génial. Mais ces vaguelettes-là sont prises en compte dans le shrink wrap. Donc c'est pas bon. C'est-à-dire que je vais dire à Blender, ok, cet objet-là, il doit creuser ma surface, mais en plus, il doit s'aligner à cette surface. Donc il va creuser, s'aligner, creuser, s'aligner, creuser, s'aligner. On va avoir plein de soucis. Donc il ne faut pas du tout procéder comme ça. Alors comment on va faire? Du coup, je vais supprimer le Dynamic Painting sur celui-ci. Là, on peut le laisser, on le changera par la suite. Bon, je vais l'enlever, comme ça, je ferai tout d'une traite, ce sera plus simple. Je vais dire à Blender, cette animation où tu suis la surface de l'eau, tu vas me la baker. Alors, qu'est-ce qu'un bake? Tout simplement, c'est créer une keyframe à chaque frame avec les informations de l'objet. Vous dites peut-être, ouais, je vois pas trop à quoi ça sert. Vous allez voir. Ça va nous permettre d'enlever cette contrainte. Je vais indiquer à Blender, c'est un petit peu comme si j'appliquais un modifier pour vous faire un parallélisme. Un parallélisme, ça se dit. Pour vous parler de quelque chose semblable. Je ne sais pas du tout si ça se dit, un parallélisme. Voilà, c'est un petit peu comme si j'appliquais ce shrink wrap de manière temporelle, frame par frame. Alors comment je fais? Je vais aller dans Object. Je vais aller dans Animation, qui se trouve ici, pardon. Et je vais faire Bake Action. Et là, il me demande plusieurs choses. Il me demande, ok, tu veux bake de où à où? La frame 1 à 250. C'est exactement ce que j'ai en bas à gauche dans ma timeline ou ici. Donc c'est très bien. Très important, là, si je fais un bake par défaut, ça ne va pas m'enregistrer grand-chose. Ça va m'enregistrer la position, location, échelle et tout de mes objets, mais ça ne va pas prendre en compte mes contraintes. Donc, ultra important, n'oubliez pas de cocher ceci. Visual Keying, Keyframe Final Transformation, c'est-à-dire que là, il va enregistrer dans les keyframes les paramètres post-transformation. Ok, avec les transformations, et entre parenthèses, il y a bien marqué avec les contraintes appliquées. Donc c'est comme si à chaque frame, il disait, ok, là j'ai un shrink wrap, c'est telle hauteur, telle rotation, j'applique. Là c'est un shrink wrap, telle hauteur, telle rotation, j'applique. Là, nouvelle rotation, nouvelle hauteur, j'applique. Là, pareil, etc., etc. De la frame 1 à 250. Donc je clique ici, ok, et là vous allez voir, un petit temps de calcul, et il m'a mis, très intéressant, vous voyez, des keyframes partout, sur toute ma timeline. Donc là, si je fais mon animation, je dis ça va rien changer, mais ce qui est très important, c'est que si j'enlève ma contrainte, cette fois-ci, j'ai bien, vous voyez, mon déplacement qui a été enregistré. Donc voilà, j'ai plus besoin de ma contrainte, maintenant tout est baké dans des frames. Et maintenant, qui dit bake dans des frames dit plus du tout tributaire et dépendant de ceci, donc je peux mettre une résolution à 15, et il va plus du tout être influencé par les petites vaguelettes. Et ça, c'est pas mal. Et maintenant, je peux faire un CTRL S déjà, et je peux faire surtout mon Dynamic Painting. Donc Dynamic Painting, comme on a fait tout à l'heure, je vais aller ici dans mon Physics Properties,
Dynamic Paint, Canva, Add Canva. Je me mets en Surface Type Wave. Sur mon objet, je vais pareil, un Dynamic Painting. Type, c'est du brush, Add Brush. Et là, si je reviens au début et que j'appuie sur Play, j'ai bien les petites vaguelettes. Alors, par défaut, elles ne me vont pas parce qu'elles sont basées sur des paramètres qui ne sont pas forcément propres à ce qu'on veut faire. Vous voyez, ça fait plein de petites vagues, c'est pas fou. Donc on a plein d'informations, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, hein, qui sont présentes ici. Notamment le timescale que je vais un petit peu baisser. Ça va avoir pour influence d'avoir quelque chose d'un petit peu plus creusé. Si je mets 0,2 par exemple. Vous voyez, ça va faire quelque chose qui est un petit peu mieux. Où on va vraiment avoir un sillon qui va se créer derrière mon objet avec un petit remous, une petite remontée ici. Et là, je pense que le paramétrage est pas mal. Donc vous avez plein d'informations sur le damping pour savoir si le wave généré s'efface plus ou moins vite. Le spring, ça va être vraiment le côté circulaire autour de votre objet. Vous avez plein de choses. Vous pouvez même définir ici l'influence de notre objet sur notre dynamic painting. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Alors, comme je disais en début de vidéo, ceci, c'est pas fait pour du rendu vraiment ultra propre. Il va y avoir plein de défauts. Là, il faudrait des petites particules devant, dessus, des remous qui va générer du foam. Vous pouvez un petit peu simuler ça en rajoutant là par-dessus de la surface en type paint. Et du coup, vous pourrez peindre derrière et mettre un nouveau matériau pour créer de la mousse. Bon, c'est quelque chose d'un petit peu plus avancé, on va pas le voir aujourd'hui, mais je ferai peut-être des vidéos où j'essaie de peindre sur des objets et tout pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce qu'à chaque fois que je vous ai montré le dynamic painting, on a travaillé en format vertex. Mais sachez qu'il existe également le image sequence. Donc je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer vraiment comment ça marche, les avantages, les inconvénients du vertex et d'une séquence d'images. La plupart du temps, on ne va pas travailler un vertex si on veut faire des choses un petit peu plus évolutives. Mais voilà. Alors très important, on peut également baker tout ça. Avant de baker ça, on va faire rapidement un shader un petit peu mieux pour mon océan. Plusieurs possibilités. Je vais passer en rendu, en haut à droite. On est sur Eevee. Sachez que quand on a de l'eau, elle va être colorée par 3 facteurs. On a la réflexion, donc elle va hériter du couleur du ciel. On a la réfraction, donc elle va hériter de la couleur du sol. Et on a on va dire le comportement physique de l'eau dû à sa densité, dû à sa base color de base. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à mettre en place, mais globalement, voilà, on a 3 dépendances sur la couleur de l'eau. Là, actuellement, j'en ai que 2. J'ai ma base color qui est blanche, j'ai ma réflexion par rapport à mon HDRI, mais il faudrait que j'ai quelque chose en bas qui donne une couleur à mon objet. Et là, j'ai beau mettre un objet en dessous, j'ai aucune réfraction qui se fait. Pourquoi? Parce que nous sommes en Eevee, du coup, il faut prendre un petit peu par la main et lui indiquer ce qu'il doit faire. Donc, je vais lui dire, je veux de screen space reflection. Par défaut, un objet de passer par là. Et là, il met de la réflexion. Je vais cocher réfraction. Comme ça, il me calcule la réfraction. Je vais décocher half race trace. Comme ça, j'ai quelque chose avec une résolution optimale. Et vous voyez que j'ai une réfraction qui est activée dans Eevee, mais qui n'est pas activée sur mon shader. Donc, je suis obligé d'aller dans le shader editor, juste ici, hop là, de cliquer sur mon principal BSDF, de faire option, et je vais lui dire, sur ce matériau, tu me mets de la réfraction. Et là, après un petit calcul, vous allez voir que, magie, on a une réfraction par rapport à ce qu'on a en dessous, qui est pas top, parce qu'on est sur Eevee, mais elle existe. Et là, vous voyez bien que mon eau va être colorée en fonction du sable, du sol que je vais avoir en bas. Donc si je mets quelque chose qui ressemble à ceci, vous voyez que ça va me colorer mon eau. Donc vous faites vraiment le shader comme vous le souhaitez. Voilà, on peut le faire à peu près comme ceci. Donc ça va vraiment dépendre, hein, si vous voulez une eau bleue, si vous voulez une eau un petit peu plus réaliste. Voilà. On va avoir un shader comme ceci. Mais moi, ce que je vous conseille, pour avoir un résultat optimal, c'est de passer, bien évidemment, avec Cycles. Parce que là, je vais devoir modifier un petit peu mon shader, le rendre un petit peu plus foncé, pour que la réfraction soit un petit peu moins. On va être obligé de tricher pas mal de choses. Hein. Tricher pas mal de choses. Au bout d'un moment, on va arriver à avoir quelque chose qui est assez sympa en termes de résultats. Vous voyez, là, on commence à avoir quelque chose pas mal. Je pourrais rajouter quelques détails en normal dessus pour avoir encore plus de détails sur ma surface. Mais pour faire tout ça, je peux passer en Cycles. Je vais passer en GPU et Viewport Denoise. Et vous voyez que là, ma réfraction, elle fonctionne beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, en fonction de la couleur que je vais avoir ici, ça va vraiment me colorer mon eau exactement comme dans la vraie vie. Ok? Donc là, je peux avoir une eau qui est un petit peu plus réaliste comparé à ce que j'avais tout à l'heure. Rien ne m'empêche de passer en Material Preview Mode pour faire mon matériau comme je le souhaite. Donc là, je vais faire un petit noise,
un noise texture. Tac. Ce noise texture, alors je ne l'ai pas mis sur le bon. Je l'ai pas mis sur le bon. Hop là, c'est juste ici. C'est sur l'eau, j'avais mis en dessous. Ce noise texture, hop là, je vais changer un petit peu sa taille, son détail. Voilà, sa roughness, je vais faire quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Je vais même peut-être en mélanger deux pour avoir un résultat un petit peu mieux et plus détaillé. Soit en multiply, je vais tenter avec un petit multiply. Donc ça, c'est les shaders. Vous faites un petit peu comme vous voulez en fonction du résultat que vous souhaitez. Moi, je vous avoue que j'ai une idée assez précise de ce que je veux obtenir comme shader, donc ça va aller un petit peu plus vite, mais sinon vous pouvez trafiquer un petit peu de votre côté. Je vais mettre du bump, parce qu'on veut passer du noir et blanc à de la normale. Je mets la value sur la hauteur, je mets la normale sur la normale. Je vais devoir baisser l'intensité parce que par défaut, elle sera beaucoup trop forte. C'est sûr et certain. C'est souvent ce qui arrive quand on multiplie, vous voyez. Quand on essaie, pardon, de convertir le bump. Donc je vais le baisser, je vais mettre à comme ceci. Vous voyez, ça va juste rajouter un tout petit peu de détail à la surface de l'eau. Alors c'est très léger, hein. C'est vraiment très léger. On a peut-être un petit peu trop de détails ici. Voilà, c'est très léger, mais ça rajoute quelques micro-détails qui vont être assez intéressants. Et là, on commence à avoir quelque chose qui est sympa. Alors, ce que je vous conseille, c'est que quand vous êtes satisfait de votre résultat, pour éviter à Blender à chaque fois de recalculer votre animation, vous avez deux choses à faire. Vous pouvez sélectionner votre océan, aller ici dans votre modifier properties et faire un bake d'océan. Alors, à la même manière que tout à l'heure, qu'est-ce que va faire le bake d'océan? Il va encoder frame par frame la position des points de votre océan. Et là, ça va éviter à chaque fois de recalculer le spectrum, l'animation spectrum. Et on peut faire exactement de même sur mon dynamic painting. Donc là, pareil, j'ai un bake all dynamics et ça va faire exactement la même chose. Alors, la chose qui est un petit peu particulière et qu'il faut bien comprendre. Là, vous voyez, du coup, j'ai bien mon bake qui a été réalisé. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Vous voyez, quand j'appuie sur play, il ne va pas recalculer comme tout à l'heure. La chose qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, tout est entre guillemets figé. C'est-à-dire que si je sélectionne mon océan, et si je dis, ah mais non, en fait, moi je veux une résolution à 25, ben là, vous voyez, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je suis obligé de rebaker les élément par élément. Alors, je peux refaire un bake océan. À la limite, celui-là, il n'est pas obligatoire. Mais ce qui est important, c'est de baker surtout le dynamic painting. Parce que lui, il est dépendant de l'océan qui est au-dessus et qui va être défini en tant que toile pour le dynamic painting. Donc, si l'océan vient à bouger, mais ce que j'ai baké dans mon dynamic painting, il va plus fonctionner. Donc je peux le voir en temps réel si je fais un delete all bakes, ça c'est très important. Des fois, les gens me posent beaucoup de questions sur ok, j'ai fait un bake, j'ai modifié des trucs, puis quand je fais un rendu ou autre, je reviens sur les trucs d'avant. C'est normal. C'est parce que quand on bake quelque chose, Blender il va lire à chaque fois ces informations-là et il va pas forcément prendre en compte ce que vous avez modifié. Donc là, il faudrait, si je fais un delete, en temps réel, je vais avoir, vous voyez, mon dynamic painting. Donc il faut un petit peu parce que je fais des déplacements assez bruts. Du coup, ça va pas du tout. Là, si je refais un bake all dynamics, il va me réencoder toutes mes frames, exactement comme tout à l'heure, avec le nouvel océan. Donc là, on est sur une résolution qui commence à être un petit peu plus élevée, qui est de 25. Le but, c'est de trouver le bon compromis entre résolution d'océan et ce que je peux rajouter en détail dans ma normale. Parce que plus je vais augmenter ma résolution dans le modifier océan, plus je vais avoir des micro-détails, et du coup, j'aurai même plus besoin de rajouter des détails avec ceci. Donc il faut trouver le bon compromis. Tout dépend également le type d'océan que vous voulez faire. Si vous voulez faire un océan très cartoon, pas besoin de tous ces détails. Okay, donc là, on essaye de tendre vers une surface relativement réaliste en termes de comportement d'interaction. Sinon, je rappelle qu'il faut faire une simulation. C'est un petit peu plus lourd en termes de calcul. Mais là, vous voyez, on a quelque chose qui peut faire très bien l'affaire si on a une simulation un petit peu lointaine sur les objets ou autres. Okay, on va avoir des sillons qui se dessinent avec une traînée derrière. Donc, voilà. Donc, à vous de trouver le bon compromis. Moi, je trouve que, déjà tout à l'heure, quand on était... je vais mettre 17. Allez, je mets 17. Je trouve que quand on était à 17, on avait déjà quelque chose qui était assez qualitatif. Et on arrivait à rattraper ce manque de qualité avec les textures normales. Donc, sachez que c'est beaucoup plus léger d'appliquer du normal sur votre océan plutôt qu'augmenter la résolution ici. Donc ça, c'est clair et net. Et vu que les deux sont dépendants, le dynamic painting et l'océan, ça va également
ça va également vous accélérer les temps de bake du Dynamic Painting. Voilà, donc là vous voyez, mon Dynamic Painting va beaucoup plus vite que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il a moins de choses à faire, vu qu'il a moins de densité de points dans l'océan. Parce que la résolution de l'océan va changer la qualité visuelle, mais qui dit changer la qualité visuelle dit également rajouter des vertex, rajouter des points. Donc là on a quelque chose qui est pas mal. Et je rappelle qu'avec Cycles, on a un rendu qui est quand même beaucoup mieux en termes de définition. Donc là je pourrais rajouter des détails parce que c'est un petit peu léger quand même je trouve. Mais ce qu'on avait ici, vous voyez là, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. J'avais mis un océan, ouais, vous voyez j'avais mis 21. Donc on était sur quelque chose d'encore un petit peu plus avancé. Donc vous pouvez rajouter plus ou moins de détails. Là mon eau, elle fait quand même un petit peu verte, donc je vais la foncer un tout petit peu. Je pourrais rajouter encore un petit peu plus de détails en changeant l'échelle ici de ma texture. Voilà, rajouter des micro-détails comme ceci. Donc là, ça me paraît pas mal. L'intensité, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez au-dessus de votre surface. Moi, j'aime bien que ce soit quelque chose d'assez léger. Vous voyez, là, je trouve que c'est pas mal. Mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez comme rendu final. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et voilà. Et on a notre océan avec l'objet dessus qui est terminé. Donc comme je disais, c'est quelque chose à utiliser uniquement en arrière-plan sur des choses où on n'a pas un comportement très réaliste, notamment avec l'interaction. Pour un océan, hein, le modifier est très bien. Vous voyez, on peut obtenir des choses assez sympas très rapidement. Pour tout ce qui est interaction avec les objets, le Dynamic Painting, ça permet de faire déjà premier travail. Pour du cartoon, ce serait très bien. Pour du ultra réaliste, il faut passer par une simulation obligatoirement. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On a vu également le bake d'animation que j'avais jamais présenté, qui est assez intéressant, qui permet d'encoder à chaque frame les informations d'un objet. Donc ça, c'est quelque chose de très utile. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Ciao!